La gloire d'Henri IV a fait beaucoup pour la ville. Mais c'est pour une autre raison qu'au XIXe siècle, Pau va connaître sa plus importante transformation. Alexandre Taylor, médecin écossais, publie un traité médical intitulé « De l'influence curative du climat de Pau et des eaux minérales des Pyrénées ». Succès immédiat, le livre est un best-seller mondial et attire une clientèle richissime venant de toute l'Europe. On ne peut pas venir à Pau sans marcher sur le boulevard des Pyrénées et c'est un bon exemple de la transformation radicale de la ville. Je pense que c'est l'exemple emblématique. Cette promenade, elle va être inaugurée en 1900. Elle vient finaliser quelque part ce retournement d'une ville vers le sud. C'est la ville de villégiature qui a conquis son panorama parce que cette promenade, elle sert à ça. Elle sert de belvédère vers les Pyrénées et elle sert en même temps cette société mondaine, cette société de loisirs qui avait besoin d'espace pour se promener, pour voir, pour être vue. Ces hivernants, ces aristocrates, ils ont beaucoup d'argent, il faut donc être à la hauteur de leurs besoins. On va construire des palaces incroyables. La gare qui s'est installée ici en 1863 va propulser Pau au rang de réelle destination de villégiature hivernale. Et à ce titre-là, un certain nombre de Palois vont se saisir opportunément de l'occasion de construire des hôtels luxueux mais excessivement modernes. L'hôtel Gation, par exemple, était réputé pour être le plus moderne d'Europe à l'époque, parce qu'il avait l'eau à tous les étages, parce qu'il avait un ascenseur qui desservait tous les étages, et il était relié par télégraphe aux plus grandes places boursières et aux plus grandes villes du monde, ce qui permettait tout de même à ces messieurs de poursuivre leurs affaires. Il y a une vie mondaine, on se reçoit, on écoute de la musique. Ce n'est que ça. Pau devient une ville où, d'octobre à avril, finalement, cette vie mondaine se déploie, envahit l'espace public, ici la promenade, la place Royale, qui va devenir aussi ce cœur de la vie mondaine, plus tard le Palais des Pyrénées, Palais Beaumont. C'est un nouveau mode de vie, c'est tout un art de vivre qu'amènent avec eux ces hivernants. Les palaces, c'est bien, mais avouons-le, avoir sa propre maison, c'est mieux. Il reste aujourd'hui une centaine de villas construites pour ces riches résidents étrangers. Elles sont toutes dans le même quartier, à 1 kilomètre du château, avec bien sûr vue sur les Pyrénées. Enfin, quand elles veulent bien se montrer. Les Palois expliquent, non sans humour, que lorsque l'on ne voit pas les montagnes, c'est qu'il pleut, et quand on les voit, c'est qu'il va pleuvoir. Reste que la vue sur les Pyrénées fait désormais partie intégrante de ce patrimoine, comme ici, à la Villa Saint-Basile. Là, on est dans le quartier Trépoy, c'est là où il y a le plus de villas. Qu'est-ce que c'était avant d'accueillir des villas? On est à la campagne ici, on n'est plus dans la ville. Et ces villas viennent s'installer ici parce que ce sont des villas de campagne. C'est un autre choix de résidence que font les hivernants qui choisissent de louer ces maisons-là. Il faut savoir que celle-là, elle appartenait à un Palois. Il y a une famille irlandaise qui va venir l'occuper toute la fin du 19e siècle jusqu'aux années 1920-1925. Et ensuite, elle va être rachetée par une famille anglo-argentine. Quand on parle de maisons et de villas, il faut quand même préciser que c'est plus que ça, parce qu'on voit autour de nous, il y a des parcs. Oui, c'est un mode de vie. On se promène dans son jardin et dans son domaine. Le dessin d'ailleurs des jardins, il en dit long, parce que là, on est sur la partie vraiment jardin à la française. C'est la confluence des influences. On est en France, donc on a cette partie jardin à la française qui va guider et ouvrir vers les Pyrénées, vers la vue, qui ici est privée, et tous les côtés qui, au contraire, sont vraiment clairement d'influence britannique. Les arbres, c'est le côté voilà. Un peu sauvage. On est sur le jardin à l'anglaise. Racheté et conservé par la ville de Pau, Saint-Basile n'est visible qu'en de rares occasions. Le temps semble s'y être arrêté. On arrive là dans la salle à manger, le mobilier n'est pas d'époque. Par contre, ce qui reste dans son jus, ce sont effectivement toutes ces grisailles, ces tableaux au mur, qui sont une commande des propriétaires, passés à un peintre qui s'appelle Castin, et qui représente le comte de Cendrillon. C'est comme une bande dessinée. Ça nous raconte l'histoire du comte de Cendrillon, de son désespoir de ne pas aller au bal, jusqu'au moment où le prince va retrouver
s'adulciner avec le soulier de verre. Ce sont des petites folies quand même, toutes ces villas. Des grandes folies. Il y a autant de villas qu'il y a de propriétaires. Ils avaient les moyens de finalement s'offrir ce dont ils avaient toujours rêvé. On veut un palazzo à l'italienne, on a un palazzo à l'italienne, on a des cottages anglais. On va avoir certains éléments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais dont les propriétaires avaient envie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi? C'est un chauffe-serviette. Un chauffe-serviette. Un chauffe-serviette, exactement. On est dans la salle de bain ici et j'ai une petite tendresse particulière pour cette Pourquoi? salle de bain parce que c'est ici qu'on arrive à toucher la réalité finalement de ce quotidien. En bas, on était dans je reçois mes amis, je me montre. Ici, on est sur ce côté plus personnel. Le secret de la villa, l'ascenseur, qui dessert les 2 étages. C'est-à-dire, il y a 2 étages et ils mettent un ascenseur. Ils mettent un ascenseur. C'est ce qui remet la villa dans sa modernité années 30. Typiquement, l'ascenseur, ça va être le confort moderne qu'on amène dans la maison privée. Je suis pas sûr qu'on mesure à quel point Pau, à ce moment-là, est vraiment à l'avant-garde, à la pointe du progrès. Oui, depuis la fin du 19e siècle, c'est vraiment une terre de modernité, spécifiquement à travers un domaine, c'est l'aéronautique. Pourquoi, d'ailleurs? Pourquoi? Le climat, on en revient toujours au climat, il n'y a pas de vent, donc de façon très précoce, ici, vont se mettre à voler des aérostats, des grands dirigeables, on les voit traverser les Pyrénées, les premières courses de ces plus légers que l'air. Et puis ensuite, un deuxième temps, à partir du début du XXe siècle, avec l'installation des frères Wright, une des premières écoles d'aviation au monde. Il faudrait s'imaginer avoir des passages de Blériot 2 avec des superbes biplans qui viennent ici pouvoir bénéficier de conditions météorologiques finalement qui étaient favorables au vol de ces avions, qui étaient des structures fragiles et qui avaient besoin, pour se perfectionner, pour pouvoir voler, de la douceur, non pas de la température, mais du vent.